Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et donc l'attaque du Hamas contre Israël a exacerbé forcément les tensions au Proche-Orient, renforçant les doutes sur une possible implication de l'Iran et du Hezbollah. François Hollande a clairement indiqué que selon lui, le Hamas n'avait pas pu mener cette offensive seul, sans appui considérable de l'Iran. L'inquiétude monte forcément et on anticipe une escalade du conflit dans cette zone déjà très instable, Philippe. Oui, Israël subit des frappes au nord depuis le Liban, au sud depuis Gaza. Est-ce que l'État hébreu va devoir mener des opérations terrestres ? Si l'implication de l'Iran, évoquée hier par l'ancien président de la République François Hollande, est confirmée, va-t-on vers une guerre directe, frontale entre l'État hébreu et le régime des Mollahs ? Est-ce que pour vous, les pays arabes vont réagir comme il y a 50 ans en faisant flamber les prix du pétrole ? On attend vos témoignages au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Christian Mallard, est avec nous, consultant diplomatique international sur I24 News. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. D'abord un tour de table, si vous le permettez, avec Philippe Bilger, cette menace d'escalade, Philippe Bilger. Bien sûr, alors entendons-nous, je ne suis pas un spécialiste comme notre invité va démontrer qu'il l'est. Simplement, j'ai des inquiétudes, une très ponctuelle. J'ai appris que le Hamas menaçait d'exécuter les otages si il y avait des tirs continus sur la bande de Gaza. Et deuxième élément, et là, Cécile et Philippe, je le poserai un peu comme une question, en étant extrêmement pessimiste sur le futur, est-ce que Christian Mallard, on peut tout de même estimer que dans la mesure où le Hamas voulait déchirer une sorte d'apaisement qui était en train de se créer entre Israël et certains pays arabes, est-ce que quelqu'un pourrait être assez fort pour avoir la sagesse de ne pas aller vers le pire ? Françoise Degois. On fait réagir tout le monde, Christian, et vous réagissez à tout le monde. Françoise Degois. Alors moi, je vais peut-être aller dans le corps. Je crains, oui et non. C'est-à-dire que par le caractère exceptionnel et barbare, on peut dire oui, je crains cette fois-ci. Je me moque un peu de François Hollande, qui est pourtant mon camarade, mais si vous voulez, l'idée que l'Iran soit impliqué, c'est dans toute la presse américaine. Je lisais le Washington Post avant-hier qui expliquait que jeudi soir, des cadres dirigeants des gardiens de la Révolution étaient à Beyrouth pour donner le feu vert à l'opération au Hamas. Donc évidemment que l'Iran est là. La question est-ce que Benyamin Netanyahou va donner l'ordre de frapper l'Iran ? C'est ça la question. Est-ce qu'on est dans l'escalade classique ? Je dirais également, et je voudrais en parler avec Christian Mallard, s'il est d'accord, de faire une nuance. Je vois bien que Ismaël Haniyeh, le chef du Hamas, a toujours pris le Hezbollah comme exemple, avec l'idée de créer un front uni. Il est exilé au Qatar, mais c'est vrai qu'il a fait plusieurs voyages au Liban pour rencontrer Nasrallah, le patron du Hezbollah, mais je ne dirais pas que Hamas et Hezbollah, c'est tout à fait la même chose. D'ailleurs, le Hezbollah lui-même a une pression américaine depuis hier pour dire attention, n'organisez pas cette asymétrie. Absolument. Donc je voudrais que Christian Mallard m'éclaire là-dessus. François de Rugy. Oui, alors, je suis un peu comme Françoise Degois. Malheureusement, on peut toujours craindre le pire, puisque le pire, en quelque sorte, c'est déjà produit samedi matin. En tout cas pour Israël, c'est le pire. C'est-à-dire des incursions sur son territoire, des gens qui sont kidnappés sur son territoire à partir de la bande de Gaza. Quiconque est allé en Israël à la limite avec la bande de Gaza, c'est un peu l'obsession sécuritaire d'Israël, c'est justement de se protéger contre les attaques venant de la bande de Gaza. Après, on peut espérer, même si tout ça évidemment est très fragile. On ne sait pas si l'Iran est dans une escalade continue, possible, ou si c'est quand même suffisamment, à un moment donné, un peu de raison qui fait que il n'y ait pas la volonté d'embraser tout le Moyen-Orient. D'autant plus, et ça m'amènera aussi à poser une petite question à Christian Mallard, qu'il faut quand même rappeler que le monde arabo-musulman du Moyen-Orient est divisé. Et traditionnellement, on disait c'est Israël contre tous les pays, tous ses voisins, tous les pays arabes, de l'Iran jusqu'à... Or, ces dernières années, ça a quand même beaucoup bougé. On dit que l'Arabie Saoudite était sur le point de se rapprocher d'Israël. L'Arabie Saoudite est très hostile à l'Iran, par exemple. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'équilibre aussi, un peu de la terreur, malheureusement, qui existe dans la région ? Christian Mallard, vous êtes submergé de questions, vous laisse répondre dans l'ordre. C'est bien qu'on les... C'est bien.
Alors, rappelez-moi la première question. La première question, est-ce que ça va ralentir le rapprochement diplomatique, notamment, par exemple, d'Israël avec, par exemple, l'Arabie Saoudite? Voilà, où est-ce qu'on pourra trouver une personnalité capable de freiner le pire qui semble à peu près certain aujourd'hui? Moi, je pense que ça sera très difficile. Simplement, ce que je note, c'est que vous parliez de l'Arabie Saoudite à l'instant. Je note qu'elle n'a pas dénoncé les attaques du Hamas, mais a même blâmé Israël. Il y a un jeu hypocrite des Saoudiens. Un coup, je me le balance du côté américain en demandant 1000 choses aux Américains, un accord sécuritaire musclé, la possibilité de construire des usines nucléaires pour le civil, enfin bref, un rapprochement considérable. Et puis un coup, si ça ne va pas avec les Américains, on se retourne du côté de la Chine. Donc je ne donne pas une confiance, je ne fais pas une confiance très forte en Arabie Saoudite. Cela dit, l'Arabie Saoudite est mal à l'aise avec son rapprochement avec l'Iran. C'est une alliance, à mon avis, de longue date qui est contre nature. Entre les chiites, le leader numéro 1 du monde sunnite, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, et puis l'Iran chiite. Et je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura un divorce. Mais quand, ça, j'en sais rien. Mais pour l'instant, moi, je pense qu'on est dans une situation où il y a un risque d'embrasement. Si l'Iran, parce que vous avez beaucoup parlé de l'Iran et vous avez raison de le considérer comme l'acteur principal, si je puis dire, dans une certaine mesure, si l'Iran pousse le Hezbollah à rentrer dans le conflit depuis le Liban, depuis la Syrie, où il y a des contingents armés syriens, et puis où il y a aussi une très forte présence, comme vous le savez, du Hezbollah. À ce moment-là, peut-être que les Américains seront obligés d'intervenir aux côtés des Israéliens qui ne peuvent pas tout faire tout seuls. Ce n'est pas un hasard si hier, le président Biden a annoncé la venue dans la région du USS Gerald Ford, c'est-à-dire le navire de guerre le plus important au monde, qui se retrouverait forcément... Oui. C'est pour ça que je repose ma question vraiment sur le Hezbollah. Pour le moment, on n'est pas dans une asymétrie nord-sud. On n'est pas dans une symétrie nord-sud, pour le moment. Pour le moment, mais ça pourrait venir. Je crois qu'il faut déjà voir ce qui va se passer à Gaza. On accumule les morts, malheureusement, c'est tragique, on en pleure. Mais il y a le siège de Gaza qui vient de commencer. Jusqu'où vont aller les Israéliens à Gaza? Ça, c'est toute la question. En fonction de ce qui va se passer à Gaza, je pense qu'à la fois il y a une retenue et des attentes à la fois de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, dont je parlais à l'instant. Et puis je pense qu'il y a un personnage qu'on oublie un peu vite dans cette affaire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine, il est en guerre avec l'Occident sur 3 fronts. L'Ukraine, on le sait tous, le Sahel, où il revient en force avec Wagner, et puis le Moyen-Orient. Je vous rappelle que c'est quand même lui qui a freiné considérablement ses amis iraniens dans les négociations sur le nucléaire. Et aujourd'hui, Poutine critique beaucoup les États-Unis en les accusant d'échec dans leur politique au Moyen-Orient. Il les pousse, enfin il leur dit qu'il faut absolument créer un État palestinien et sa solution c'est celle très connue de l'ONU et d'autres pays, c'est-à-dire la solution à 2 États. Mais l'Amérique pour l'instant n'a pas trouvé de compromis acceptable pour les 2 parties. Vladimir Poutine accuse Biden de ne pas prendre en compte les intérêts fondamentaux du peuple palestinien, mais simplement, moi j'ai eu la chance, c'est peut-être pas la chance, j'ai rencontré Poutine 3 fois, entre 2000 et 2005, mais j'ai quand même le souvenir, en 2000, lors de notre premier entretien au Kremlin, il était en pleine guerre contre les Tchétchènes, il y avait une rébellion tchétchène, et qu'est-ce qu'a fait Poutine? Lui, il a quand même liquidé la rébellion tchétchène. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'il donne de leçons aujourd'hui aux Israéliens qui s'attaquent au Hamas. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais enfin, tous les musulmans qui sont dans la bande de Gaza ne sont pas des terroristes, c'est évident. Il y a de nombreux innocents qui payent, les enfants, certains qui sont peut-être endoctrinés. Enfin, il y a beaucoup d'enfants innocents. Mais je note que M. Poutine a oublié ce qu'il a fait avec les Tchétchènes. Mais excusez-moi Christian Mahler, j'ai une question par rapport à la Russie, parce que Vladimir Poutine est ambigu. Vous ne pouvez pas nier non plus que la relation entre Israël et la Russie est une relation très forte, qui est liée à beaucoup d'intérêts. Il y a également une façon de Vladimir Poutine de traiter les 2 grands rabbins de Russie, parce que vous avez 2 grands rabbins en Russie. Là aussi, ça s'est totalement, comment dirais-je, apaisé entre le Kremlin et le grand rabbinat de Russie. Il y a des véritables liens, et il y a des liens d'immigration
l'immigration. Donc c'est compliqué. La position de Poutine, je ne crois pas. Françoise, je dirais que les relations entre Israël et Poutine étaient très bonnes jusqu'à un certain point. À l'époque où il y avait déjà un gouvernement Netanyahou et où Poutine avait des gros problèmes avec les Iraniens, pour le contrôle de certaines zones stratégiques à l'intérieur de la Syrie. Et Poutine ne voyait pas d'inconvénient à ce moment-là, à ce que l'aviation israélienne vienne bombarder, ce qui l'arrangeait aussi, des positions syriennes du Hezbollah, position du Hezbollah et position de l'Iran à l'intérieur de la Syrie. Simplement, ces temps ont changé, la situation a évolué autrement, et aujourd'hui, je pense que les relations ne sont plus aussi bonnes, ne sont pas aux zénith comme elles l'ont été dans un certain passé. Allez. Christian Mallard, pour reprendre la question de François de Rugy, est-ce qu'on pourrait, si je ne m'abuse, François de Rugy, imaginer, si le rôle de l'Iran est avéré, aller à une confrontation directe entre l'Iran et Israël ? Si vous voulez, on a quand même vu ces derniers temps un certain nombre de choses. Moi, je dis toujours, de toute façon, l'ennemi numéro un, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'était Jacques Chirac qui disait le cancer du Moyen-Orient, c'est l'Iran. Il avait raison. L'Iran, aujourd'hui, est au seuil de l'obtention de la bombe nucléaire, puisqu'on dit que le taux d'enrichissement d'uranium est à 60%, et que pour obtenir la bombe nucléaire, il faut 90%, c'est-à-dire qu'ils sont à 30% derrière la possible obtention de cette bombe nucléaire. Je note que les Israéliens ont frappé un certain nombre d'endroits stratégiques d'entrepôts de missiles à tête nucléaire dans certaines parties de l'Iran, et je me dis que faute d'un affrontement frontal, vais-je dire, entre l'Iran et Israël, je pense qu'Israël continuera à essayer de freiner la poursuite de ce programme nucléaire iranien qui inquiète tout le monde dans la région. Allez, direction le standard 0826 300 300 avec Emmanuel qui nous appelle de Suresnes. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Oui, moi j'ai débat passionnant. Hein. Ouais, oui, passionnant, mais ma réflexion est quand même la suivante. Tout le monde est quasiment d'accord sur le fait que les Iraniens ont pratiquement planifié tout ça. Mais alors pour aller où ? Parce que le Hamas va être écrasé, c'est quasiment sûr. Ça va coûter du matériel. On va gaspiller des chars Merkava à 4 millions de dollars contre des roquettes RPG à 1 000 euros. On va tuer des gens, on va tuer des gens surtout. Et puis on va massacrer des vies humaines. On va y avoir plein de gens qui vont être tués. Ça va sans dire. Mais ce qui va se passer probablement, parce que dès samedi, en fait, le Hezbollah avait annoncé que si l'armée israélienne entrait dans Gaza, eux, ils allaient commencer à lancer leurs missiles et leurs roquettes. Ils en ont des stocks considérables. Ils ont des missiles à longue portée qui sont capables depuis Beyrouth de frapper Jaffa, Tel Aviv, Jérusalem. Et s'ils se mettent à faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? On notera que l'armée israélienne est massée aussi au nord. On parle de 150 000 soldats pour empêcher le Hezbollah définitivement de faire la même chose que le Hamas faisait. Il y aura aussi qu'une seule chose à faire, c'est aller jusqu'à Beyrouth. Vous me direz, c'est pas très loin, il y a 3 heures de char, mais quand même. Mais ceci dit, ou alors, effectivement, comme on l'évoquait, frapper directement les Iraniens, parce qu'en fait, ce sont les patrons, ce sont les boss, ce sont eux qui téléguident tout cela. Moi, je me pose une question. Alors, vous allez me dire que j'ai peut-être des idées effroyables, mais on parlait il y a un instant de l'arme nucléaire. Il y a 6 mois, j'avais lu quelque part que certains experts considéraient que les Iraniens étaient à 2 mois d'être capables d'avoir l'uranium enrichi. Et si les Iraniens avaient effectivement la capacité aujourd'hui de charger 2 ou 3 missiles et qu'ils profitent d'une nuée de roquettes et de petits missiles du Hezbollah qui partent sur Israël au moment où la défense antiaérienne israélienne est saturée pour envoyer eux-mêmes un engin nucléaire. Bon, alors là, c'est l'apocalypse, mais rappelez-vous qu'il y a encore un mois, l'ayatollah Khamenei disait il s'agit d'anéantir, d'annihiler, de détruire. Bien sûr. Bien sûr. Allez, restez avec nous, Emmanuel, restez avec nous. Philippe. Christian Mallard, en dehors de la fierté horrible que peut éprouver le Hamas devant la réussite de cette opération qui a massacré, quelle pourrait être la finalité politique que le Hamas désirait mettre en œuvre? Quel est son but véritable à la suite d'une telle attaque en dehors de sa réussite épouvantable?
Je pense que de toute façon, le Hamas, l'Iran, le Hezbollah ont un même but, c'est-à-dire la destruction d'Israël. Il y a un moment donné, je pense que je me suis trompé, il y a un moment donné, j'avais pensé qu'il cherchait à se doter, enfin l'Iran se cherchait avec ses proxys, à se doter de l'arme nucléaire dans la mesure où il souhaitait avoir une assurance vie, si je puis dire, pour la survie du régime des ayatollahs, de ce que j'appelle l'ayatollarchie, qui est au pouvoir, je vous le rappelle, depuis 44 ans. Et puis je pense que je me suis trompé parce que avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux, je pense qu'il y a une volonté iranienne et qui est partagée par les proxys que sont le Hamas, le djihad islamique et le Hezbollah, de vraiment liquider, si je puis dire, liquider l'État hébreu. Et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui, chez les Israéliens, une volonté de représailles massive, sans pareil, qu'on a connue dans le passé. Parce que, regardez, ils se comportent, les Hamas se comportent aujourd'hui comme des véritables nazis. Je suis désolé, c'est la liquidation. Christian Mallard, moi je pense qu'on peut le résumer parce que Ismaël Haniyeh a dit au Qatar hier, je dis aux Israéliens, nous ne voulons plus de vous sur cette terre. Et pour répondre à Philippe Bilger, le Hamas cherche avant tout la domination point sur la bande de Gaza. Ça c'est très important politiquement. Ils l'ont mais pas suffisamment encore. Christian Mallard, juste une dernière petite question qui sera très courte pour ceux qui espèrent encore. La paix dans ces territoires, c'est vain, totalement vain. Cessez-le-feu, oui, mais pas de paix. Disons que c'est pas pour demain, et puis les cessez-le-feu ne vont rien arranger. Moi, je pense depuis le départ qu'il faut éradiquer le Hamas. Et je sais que j'ai pas des positions extrêmes d'habitude et tout, mais vu l'évolution de la situation, je pense qu'Israël n'a pas d'autre choix que d'éradiquer le Hamas. Mais une dernière question, parce qu'on a encore un petit peu de temps, Christian Mallard, vous avez entendu Emmanuel. Est-ce que vous pensez que si jamais ils obtenaient l'arme nucléaire, les Iraniens seraient suffisamment fous pour s'en servir? Parce que le pays qui tire le premier dans ces cas-là est vitrifié dans le quart d'heure qui suit. Mais c'est évident. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un peu ce que fait Kim Jong-un en Corée du Nord, se doter de l'arme nucléaire pour s'en servir comme arme de dissuasion, au cas où, par exemple, l'Iran aurait l'arme nucléaire et dirait à Israël, si vous venez me chercher des poux, vous allez me trouver, moi aussi j'ai l'arme nucléaire. Donc c'est un peu ça aussi, c'est l'une ou l'autre solution. Mais dans le contexte actuel, je ne suis pas très optimiste pour la suite. Merci mille fois Christian Mallard d'avoir été avec nous, un consultant diplomatique international sur I24 News. Vous restez avec nous, vous voulez débattre, c'est simple, 0826 300 300, vous savez, Sud Radio c'est une plateforme d'opinion et de débat, on n'arrête pas de vous le dire, vous pouvez commenter sur notre compte Twitter, sur notre chaîne YouTube, vous abonner, tous les canaux sont ouverts pour vous laisser la parole. Parlons vrai, on est ensemble jusqu'à 19h et dans un instant, on fait quoi? On joue? Le qui c'est qui l'a dit. Exactement, le quiz de l'actu à suivre, à tout de suite.